Bienvenue dans Date un Doc, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la médecine. Je suis le docteur Océane Sultan et ensemble, nous allons explorer l'histoire derrière vos médecins et le secret de la santé. Aujourd'hui, je date le professeur Bruno Dubois, qui est tout simplement l'ancien chef de service de neurologie de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Bruno. Bonjour, ça va ? Océane, très bien. Bah ouais, très bien. Alors Bruno est neurologue, bien sûr, mais il est aussi spécialiste, surtout dans la maladie d'Alzheimer, et ça va être le sujet de notre podcast. Ah, on est d'accord ? Avant de commencer dans le vif du sujet de cette maladie, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à devenir neurologue ? C'est pas la spécialité la plus joyeuse. C'est très personnel. C'est très personnel et c'est une histoire vraiment personnelle et familiale. Ok. Alors on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, non, mais sachez que mon père était neuropsychiatre. D'accord. Que mon grand-père était neuropsychiatre, élève de Babinski. Okay. Assistant de Babinski. D'accord. Que mon arrière-grand-père était médecin. D'accord. Intéressé probablement à la neurologie, il était médecin généraliste dans un petit village de Charente, mais il avait des contacts avec Duchesne de Boulogne. Et il a récupéré le premier électromyogramme, ce qui fait que je suis le détenteur du plus vieil appareil d'électricité médicale au monde. Incroyable. Mais incroyable. Et son père était aussi, en réalité, était médecin, mais il a commencé par être veto. Et à 33 ans, il est passé de veto à médecine. Okay. Et j'ai retrouvé sa thèse à la faculté de Paris. Voilà. Wow. Donc il y a une histoire vraiment très ancienne et toujours autour du cerveau, du comportement. Vraiment, c'est une histoire. C'est quelque chose qui vous a toujours. C'était un fil conducteur pendant vos études. Clairement. C'est toujours été ça qui m'intéressait. C'est marrant. Non, mais c'est super. Et c'est pas tellement la maladie d'Alzheimer qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est l'histoire du cerveau, comment le cerveau gère les comportements. Comment finalement ce cerveau nous permet de nous adapter dans une société complexe, etc. Vous voyez, c'est ça qui, c'est le cerveau lui-même qui m'intéresse. Voilà. Et du coup, la maladie d'Alzheimer, c'est venu plus tard finalement ? Oui, tout à fait. C'est venu plus tard puisque j'ai étudié ce qu'on appelle les fonctions cognitives, les fonctions supérieures, ce qu'on appelle les fonctions mentales. Et puis très naturellement, si vous voulez, le problème de santé publique de la maladie d'Alzheimer a fait que j'étais contraint et heureux d'ailleurs de m'intéresser à cette maladie. Car cette maladie et d'autres, ce qu'on appelle démence, on reviendra sur ce terme qui n'est peut-être pas un terme très heureux, et d'autres démences, c'est vraiment la meilleure façon de comprendre comment le cerveau fonctionne et dysfonctionne. Ok. Du coup, en parlant de ça, quelle est la particularité de la maladie d'Alzheimer par rapport à toutes les démences, à tous les déclins cognitifs ? Comment on peut la catégoriser de façon différente par rapport aux autres ? Alors peut-être que pour ça, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. Très rapidement. Le cerveau reçoit des informations, les traite, et en fonction des informations qu'il traite, il va répondre à la question posée, à la situation environnementale, à ce qu'il faut faire. Il va générer une réponse. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la perception et la réponse, il va y avoir un traitement de l'information. Et le cerveau, c'est une sorte de magma considérable de réseaux, de neurones, qui vont traiter l'information, qui vont les amener d'un point précis à un autre, comme des autoroutes à Los Angeles, vous savez, qui véhiculent des informations d'un point à un autre. Et donc il y a des petites usines qui vont traiter toutes ces informations, mais qui sont spécialisées. Il va y avoir l'usine du langage, mais dans l'usine du langage, il y a celle qui reçoit l'information, puis celle qui transfère, celle qui va articuler le langage. Il y a l'usine de la mémoire, il y a l'usine de la reconnaissance des visages, il y a l'usine de l'orientation temporelle et spatiale, il y a l'usine de la réalisation des actions à entreprendre, etc. Et dans la maladie d'Alzheimer, et c'est un peu la particularité de cette maladie, c'est que, à cause de l'atteinte assez diffuse du cerveau et des neurones, il va y avoir petit à petit ces usines qui vont s'éteindre. Et on va voir petit à petit, si vous voulez, des secteurs spécifiques qui vont s'altérer. Alors ça commence pratiquement toujours par la mémoire. C'est l'usine de la mémoire qui est la première touchée. Et c'est ce qui définit probablement le mieux la maladie d'Alzheimer. Dans 80% des cas, même un peu plus, ça commence par les troubles de mémoire. On reviendra là-dessus, ce que ça veut dire. Mais ça commence par la mémoire, donc c'est longtemps ce que j'appelle une maladie amnésique progressive, et puis petit à petit, d'autres usines vont s'éteindre. Il va y avoir une difficulté de langage, difficulté à trouver ses mots, il va y avoir une difficulté à se repérer dans son environnement, et puis après, il va y avoir des difficultés à reconnaître un visage, comme je l'ai dit tout à l'heure, et petit à petit, si vous voulez, l'ensemble des fonctions cognitives va être altéré, et c'est comme une cathédrale, si vous voulez, dont les piliers progressifs
s'altère, et puis à un moment donné, le toit va s'effondrer, et là on atteint ce qu'on appelle la démence, c'est-à-dire le moment où les sujets sont plus autonomes, sont plus capables de se prendre en charge, et c'est comme ça qu'on définit la démence en médecine. C'est un terme affreux, mais ça ne veut pas dire qu'on perd la tête, ça veut simplement dire qu'on n'est plus capable de se prendre en charge. Si je ne peux plus prendre mes médicaments moi-même, si je ne peux plus aller d'un endroit à l'autre tout seul, eh bien j'ai perdu mon autonomie. C'est ce qui détermine en médecine la démence. Je suis dépendant, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Voilà. Et ça traduit, si vous voulez, un peu l'altération de l'ensemble de ces usines, et qui fait qu'à l'arrivée, on est obligé d'être aidé dans les activités de la vie quotidienne. D'accord. Et donc, du coup, on parle... Ça, c'est la maladie d'Alzheimer, qui est un effondrement de plusieurs piliers. Ah, exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple qui est différent, en fait Exactement. Alors, il y a d'autres exemples. Alors, je vais vous parler de ce qu'on appelle les aphasies progressives primaires. D'accord. Ce sont des maladies dégénératives qui touchent essentiellement l'usine du langage. D'accord. Donc, ce sont des gens qui n'ont absolument pas de difficultés de mémoire, qui s'orientent parfaitement, qui vont aller faire leurs courses, mais quand ils vont se retrouver chez le boucher ou chez le maraîcher, je voudrais... ils ne peuvent pas dire le mot. Ils n'arrivent pas à dire les mots. Ouais. Et c'est généralement progressif, c'est ce qu'on appelle une aphasie progressive primaire. Ça, c'est une cause, c'est une maladie dégénérative spécifique, localisée sur l'usine du langage. Okay. Vous avez aussi ce qu'on appelle la démence frontale. La démence frontale, si on sépare le cerveau en deux grandes régions, la région postérieure qui reçoivent l'information et les régions antérieures qui organisent la réponse, quand on a une démence frontale, on va avoir un trouble, des difficultés à organiser la réponse. Donc on va avoir soit des troubles du comportement, on va se mettre à se comporter pas comme il faut. Ce sont des gens qui tout à coup se mettent, si vous voulez, à avoir des comportements un peu désorganisés, un peu déstructurés, un peu des grossièretés, des comportements, ils se comportent mal, ils se tiennent mal à table, et ça surprend, ils se comportent moins bien, ou parfois même ils ont une difficulté même à s'engager dans l'action, ils sont apathiques. Ils restent toute la journée affalés dans leur fauteuil et ils n'ont plus envie de faire des choses parce que l'atteinte de l'usine, de la motivation et de l'action est altérée. Et du coup, quelle va être la différence entre la neurologie, donc les maladies comme vous nous racontez là maintenant, et tout ce qui est psychiatrie, en fait, finalement ? Alors, la différence, elle n'est pas si énorme, parce que quand je parlais des usines, il y a aussi les usines émotionnelles. Et il y a dans ces maladies dégénératives du cerveau des troubles émotionnels. Il va y avoir parfois justement ce qu'on appelle une apathie, un trouble de la motivation. Des gens, comme je viens de vous le dire, qui ne sont plus motivés. Il peut y avoir aussi, dans les démences frontale, par exemple, il va y avoir une indifférence aux autres. Ils sont moins concernés, ils sont moins touchés par ce qui va se passer dans la famille. Et il peut y avoir aussi, dans la maladie d'Alzheimer, une anxiété réactionnelle aux difficultés cognitives que le patient ressent. Donc, pour toutes ces raisons, il va y avoir des difficultés émotionnelles, des difficultés affectives dans ces démences, qui font que, finalement, il faut qu'ils soient pris en charge aussi bien sur le plan cognitif des déficits et de l'étude des fonctions préservées que sur le plan psychiatrique. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi qu'on s'intéresse au ressenti, au vécu par le patient de ces troubles, mais aussi par la famille. Ouais. Oui, ça, on en parlera. Les aidants, c'est quand même un gros sujet. Comment actuellement on diagnostique la maladie d'Alzheimer ? Alors, on diagnostique la maladie d'Alzheimer chez des patients qui viennent en consultation pour généralement des troubles de mémoire. D'accord. C'est généralement les troubles de mémoire qui conditionnent le premier pas dans le parcours de soins. Parfois, le patient en est conscient. Le plus souvent, c'est l'entourage. Et c'est le paradoxe. Et là, il faut s'arrêter une seconde. Le paradoxe est là, c'est quand on se plaint de sa mémoire soi-même, c'est souvent qu'on a des troubles de l'attention et non pas des troubles de mémoire. Parce que la plainte que je ressens, et moi que j'ai de façon régulière, c'est de chercher en permanence mes lunettes, mon journal, mon iPhone, les clés de ma maison.
parce que je ne fais pas attention ou je les laisse. Mais, par exemple, je suis venu à votre rendez-vous sans aucune difficulté, je me rappelais ce rendez-vous, vous m'avez donné votre adresse, je suis venu ici sans aucune difficulté. Quand une chose est importante, je la mémorise. Mais les choses banales, je n'y fais pas attention, et donc j'ai l'impression que c'est ma mémoire qui me lâche. Non, c'est pas la mémoire, c'est que j'ai pas fait attention à des choses qui sont sans importance. Donc, souvent, les gens se plaignent de leur mémoire, mais ça ne veut pas du tout dire qu'ils ont une maladie de la mémoire. En revanche, les patients qui ont cette maladie ne se plaignent généralement pas, et c'est l'entourage qui va être étonné par des manquements. Justement, un rendez-vous raté, se perdre dans un quartier connu ou même un quartier nouveau, c'est des difficultés de se rappeler des événements récents qui sont des événements qui auraient dû marquer parce que c'était la visite d'un cousin qu'on n'a pas vu depuis 15 ans, c'était l'enterrement d'un ami, etc. Là, l'entourage va s'étonner, c'est-à-dire ça, c'est pas normal. Bon, il oubliait un peu les choses, ça c'est banal, mais là, il n'aurait pas dû l'oublier. Donc là, c'est généralement l'entourage qui va conduire le patient à la consultation du médecin. Et on a ce paradoxe qui est assez fréquent, qu'à ce moment-là, le médecin va poser la question au malade, dire pourquoi vous venez, et le patient va dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Et alors, moi, c'est généralement comme ça que je conduis mon interrogatoire, mais tout va bien, vous êtes chez le médecin, tout va bien. Oui, ça va. Je dis pas de trouble digestif. Non. Pas de difficulté à la marche. Non. Et la mémoire. La mémoire, ils vous disent banal, quoi. Enfin, ça vient, quoi. Ça vient, comme à mon âge. Ouais. Et là, à ce moment-là, vous voyez la personne qui accompagne. Qui est un peu agacée. Et qui est un peu agacée, mais qui fronce ses sourcils pour vous faire comprendre que non, ça c'est pas bien. Et on l'a très bien compris. C'est ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire le fait que les patients ne sont pas conscients eux-mêmes de leurs difficultés. Et c'est un peu le paradoxe. C'est pour ça que c'est pas facile, même pour un médecin généraliste qui n'est pas expert dans le domaine de la mémoire, il peut se faire un peu avoir, il peut se faire un peu prendre. C'est-à-dire surdiagnostiquer chez des gens qui se plaignent et qui en réalité n'ont rien, et peut-être passer à côté chez un malade qui a vraiment un trouble authentique et qui ne va pas se plaindre et qui va minimiser. Bon, donc, quoi qu'il en soit, on va faire dans cette première consultation quelques tests de base. On va interroger sur la mémoire des faits récents, l'orientation temporelle et spatiale, quelle est la date, quel est le jour, où est-ce que nous sommes, etc. Qu'est-ce que vous avez fait hier ? Moi, je pose souvent la question stupide comme ça, mais qu'est-ce que vous avez dîné hier ? Et des petites choses comme ça, mais il faut se rappeler. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? Qu'est-ce que vous avez fait à Noël ? Qu'est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez passé à Saint-Sylvestre, etc. Donc, on voit un peu les faits récents. Et ça, c'est déjà une bonne indication. Quelques tests, et déjà, on aura une idée, oui, c'est sérieux, il y a quelque chose, ou non, c'est rien du tout, et simplement, il y a des troubles du sommeil, ou un peu de dépression, et puis c'est banal, c'est des troubles de l'attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une fois qu'on a repéré qu'il y a des difficultés réelles, à ce moment-là, il va falloir faire une investigation, il va falloir, par des examens biologiques, s'assurer qu'il n'y a pas une hypothyroïdie, qu'il n'y a pas d'anomalie biologique qui pourrait expliquer un trouble de la mémoire. On va s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de dépression, de choses comme ça. Et puis, on va surtout... Mais parfois, c'est difficile parce que les deux peuvent être associés en plus. Les deux peuvent être associés. Et puis, on va faire quand même un examen de neuroimagerie pour vérifier qu'il n'y a pas une anomalie dans le cerveau. D'accord. Alors, c'est un examen qui a l'intérêt d'éliminer des grosses causes, une hydrocéphalie à pression normale, une tumeur, tout comme ça, mais généralement, il n'y a rien. Des composantes vasculaires, ça peut être très intéressant. On peut avoir des petites... les AVC, les choses comme ça. Oui, enfin, ou pas des forcément des AVC, des microblites, des hypersignaux de la substance blanche, etc. Il faut évaluer cette composante vasculaire qui peut être associée à la maladie dégénérative, et puis surtout regarder le volume des hippocampes, parce que maintenant, nous avons, grâce à des coupes coronales orientées par le neuroradiologue, la possibilité d'évaluer visuellement le volume de l'hippocampe. Et l'hippocampe qui est finalement la région du cerveau qui va être la plus atteinte. Exactement. L'hippocampe, de façon un petit peu triviale, je dis que c'est, si vous voulez, la porte de la banque. D'accord. La banque étant le cerveau. Si la porte est fermée, si la porte est cassée, on ne peut pas mettre d'informations nouvelles dans le cerveau. D'accord. Pour résumer, je perçois votre visage, je perçois l'endroit où je suis,
Bon, et c'est envoyé, toute cette information, ce présent que je vis, c'est envoyé comme un ballon de rugby vers la banque pour être mis dans le cerveau. Si la porte de la banque est fermée, ça ne rentrera pas dans le cerveau. Donc je ne pourrai pas acquérir d'informations nouvelles, je ne pourrai pas garder de nouveaux souvenirs. Mais je peux récupérer tout ce que j'ai déjà mis dans la banque, tout ce qui est en banque, c'est gardé. C'est ce paradoxe finalement que souvent les familles disent, mais ça ne va pas être bien grave, il se rappelle du nom de sa maîtresse d'école, sa mémoire est bonne. Mais non, c'est bien sûr que sa mémoire a été bonne toute la vie. Mais est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez eu à dîner hier ? Mais non, mais d'accord, mais il se rappelle, il se rappelle de son mariage. C'est ça. Bon, voilà. C'est comme plus ancien, donc on a l'impression que c'est plus important. Donc forcément, sa mémoire est forcément bonne. Non. La mémoire, c'est la capacité à acquérir des informations nouvelles. Est-ce que l'hippocampe, est-ce que la porte est ouverte ou fermée ? Donc c'est pour ça qu'on regarde beaucoup maintenant l'hippocampe. On essaie de voir s'il est atrophié. Et s'il est atrophié, et qu'il y a en plus des difficultés de mémoire dans les tests et dans l'entretien qu'on a avec le patient, là on va être quand même assez alerté et on va mettre en route à ce moment-là toute une enquête, mais qui se fera en milieu spécialisé, allant jusqu'à la mise en évidence du biomarqueur, puisque maintenant on a la possibilité de repérer chez le patient lui-même la présence des lésions de la maladie. D'accord. Par des examens complémentaires. Et quels sont les examens complémentaires, justement ? Aujourd'hui, c'est la ponction lombaire. D'accord. C'est un examen qui peut paraître un peu agressif, mais qui ne l'est pas du tout, parce qu'on a maintenant des aiguilles très fines. Des aiguilles très fines, vous connaissez ça aussi bien que moi. Ça, très très bien. En tant qu'anesthésiste, j'en ai fait pas mal. Voilà. Et il n'y a pas de souci. D'autant plus que quand vous les faites, vous, c'est des gens souvent assez jeunes, donc ils peuvent avoir, effectivement, après l'extraction de liquide, un peu mal à la tête, alors que chez des personnes plus âgées, il n'y a aucun souci, parce que le cerveau peut tout à fait compenser un petit prélèvement de liquide. Et alors, dans ce liquide, on met en évidence les caractéristiques spécifiques des lésions du cerveau. Et c'est fait à chaque fois, cet examen, ou pas ? Alors, tout dépend. Alors, c'est au médecin de décider. Chez un sujet de 90 ans qui est bien installé dans son écosystème, quelle est la nécessité de faire cette investigation ? Chez quelqu'un qui a 70 ans ou 65 ans, qui est encore en activité ou qui a des décisions à prendre personnelles, pour lesquelles on a vraiment une interrogation parce qu'il y a quand même des troubles de mémoire, on veut savoir, on a besoin de savoir. Et là, si on ne va pas jusqu'à la ponction lombaire, on restera dans une probabilité diagnostique. Si on va à la ponction lombaire, on aura la certitude diagnostique, puisque la maladie d'Alzheimer, et c'est un peu mon mantra, c'est l'association d'un syndrome clinique et d'une biologie positive. Il faut les deux, c'est un syndrome clinico-biologique. Donc, si on n'a que la clinique, on a une forte probabilité. Si on a les biomarqueurs sans la clinique, on ne parle pas de la maladie d'Alzheimer, et si on a les deux, on a la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a un intérêt à diagnostiquer la maladie d'Alzheimer tôt ? Alors, je vais vous expliquer d'un sujet extrêmement personnel. Ma grand-mère, qui a été diagnostiquée d'une maladie d'Alzheimer, donc elle est toujours vivante, mais c'est compliqué en ce moment. Donc c'était une femme extrêmement sûre d'elle, qui a envie de tout contrôler, tout ça. Et quand on a compris tout doucement qu'il y avait des problèmes de mémoire, c'était difficile de se dire on va aller chez un neurologue pour officialiser ça. Elle va être complètement déprimée, on va pas se mentir. Tout ça pour je ne sais pas s'il y a un énorme traitement miracle. Donc en fait, on était un peu en train de reculer. Alors on était toujours là autour à stimuler au maximum, à essayer de faire ce qu'on pouvait, mais on hésitait. Et vraiment, c'est peut-être idiot, en plus en tant que médecin, vous allez me dire mais pourquoi ? Parce que on s'était dit que ça allait être un espèce de coup de massue en disant bah voilà, mamie, t'as une maladie d'Alzheimer, toi qui étais si bien, qui contrôlait tant la situation, tant la famille, tout ça, et ben maintenant en fait tu vas avoir ça. Et comme elle avait vu plein de personnes autour d'elle qui avaient eu ça, bah c'était un peu le coup de massue. Donc en fait on a beaucoup hésité à aller faire ces démarches, tout en sachant que c'était probablement ça, sans être... Alors vous l'avez fait ou pas ? Alors oui, alors maintenant on a fini par le faire, mais bien plus tard en fait, vous voyez. Bon, alors elle avait, si vous voulez, 85 ans, enfin déjà c'était... Mais ça a été long cette démarche-là. C'est une vraie question, et moi je répondrai
bien sûr, mais bien sûr. Mais j'entends très bien qu'on puisse se la poser et qu'on puisse hésiter et qu'on puisse ne pas aller dans cette démarche. Cela dit, en tant que médecin, quand quelqu'un vient me voir, c'est my duty, c'est mon devoir. Bien sûr. C'est mon devoir d'apporter une réponse. Vous avez mal au ventre, je ne vais pas ne pas faire l'enquête parce que il est possible que vous ayez un cancer du pancréas. Je ne vais pas lier la démarche diagnostique à la perspective du diagnostic que je vais trouver. Il y a deux démarches différentes. Le médecin doit répondre à une question du diagnostic. Une fois qu'on a posé le diagnostic, après, on réfléchit au traitement et à la prise en charge. Mais il y a les deux étapes. Et il ne faut pas lier la première à la seconde, ou à l'absence de seconde. Bien sûr. Ouais. Donc, on a une inquiétude, il y a un trouble de mémoire, est-ce que c'est... Bon, très bien, je voudrais savoir, hop, je fais la démarche du diagnostic, et après, j'aborderai les prises en charge spécifiques que je vais faire en fonction de la maladie. Parce qu'il y a justement des prises en charge spécifiques. Et c'est pour ça que moi, je valide la nécessité de faire le diagnostic. Mais de toutes les façons, en tant que médecin, mon rôle éthique, c'est de répondre à la question qui m'est posée. Et je pense que ce n'est pas inutile de répondre à la question. Parce que même votre grand-mère, même si vous aviez la conviction qu'elle avait la maladie, eh bien quand même, malgré tout, c'est dommage peut-être de passer à côté d'une cause éventuellement curable ou d'un geste qui aurait pu être réalisé au moment où vous étiez dans cette hésitation. Voilà, donc je pense que de toutes les façons, en tant que médecin, on est tenu d'aller au diagnostic de la maladie que présente le patient. Et alors, une fois qu'on a posé le diagnostic de maladie d'Alzheimer, même chez quelqu'un de 85 ans, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, bien sûr, pour organiser ce que j'appelle le cordon sanitaire autour de la personne, c'est-à-dire bénéficier d'un certain nombre d'aides, organiser sa prise en charge, peut-être aussi la rassurer par rapport à ses inquiétudes, ne pas laisser par exemple une personne qui a déjà des troubles cognitifs sévères seule parce qu'elle peut faire des bêtises, parce qu'elle peut se perdre, parce qu'elle peut sortir de chez elle et s'il n'est pas sous surveillance et se perdre dans la rue. Et ça arrive, on a retrouvé... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des choses absolument effroyables et dommages. Et parce qu'on a quand même des traitements, et je fais partie de ceux qui considèrent qu'on a eu tort de dérembourser ces médicaments qui s'appellent les anticholinéstérasiques, car ils sont efficaces, car ils retardent la progression de la maladie, et parce que surtout, ils ont un rôle, et ça je l'ai démontré dans une étude que j'ai faite au niveau national, ils ont un rôle sur le ralentissement de l'atrophie de l'hippocampe. Donc je pense qu'il y a une perte de chance, il y a une vraie perte de chance à ne pas identifier tôt la maladie pour permettre à ces sujets de bénéficier de cet environnement de prise en charge qui est nécessaire, et aussi de ces médicaments qui ont quand même une certaine efficacité. Et donc maintenant, ces médicaments, ils sont donnés à qui ils sont déremboursés. Donc, alors tout dépend de la conviction du médecin. Si moi, quand je fais le diagnostic de cette maladie, j'ai des gens qui sont relativement débutants, je leur dis, mon autorité fait qu'ils m'écoutent. Et généralement, ils prennent ces médicaments, mais ça fait 30 à 35 euros par mois, ou 40 euros, donc parfois peut-être un peu plus, parce que ça dépend des pharmacies. Donc il y a un problème financier. Là, Et seul un neurologue peut prescrire, ou un médecin généraliste peut prescrire ? Un médecin généraliste peut prescrire, et un neurologue généralement le prescrit. Et là, il y a c'est peut-être là qu'il y a une dichotomie. Les neurologues sont assez convaincus par ces médicaments, cette classe de médicaments. Les médecins généralistes le sont moins. Et donc parfois, les médecins généralistes informent les familles qui ne sont pas convaincues de leur intérêt. Voilà, c'est là que se fait parfois la séparation. D'accord, ok. Avant de rentrer dans le sujet de comment essayer d'éviter, retarder la maladie d'Alzheimer, un mot sur les aidants, parce que c'est quand même c'est une lourde charge. Je sais pas, je pense qu'on peut quand même le dire comme ça. Comment vous pensez, comment faudrait-il aider ces aidants
comment faudrait-il les prendre en charge eux-mêmes, puisque finalement, on a l'impression qu'on arrive à une génération où, comme les gens vivent de plus en plus vieux, donc moi c'est plutôt le cas de ma mère s'occupe de ma grand-mère, du coup, s'est occupée beaucoup de ma grand-mère. On n'a peut-être pas l'impression que c'était le cas de la génération d'avant, puisque peut-être que les gens mouraient un peu plus jeunes. Et là, on arrive dans cette nouvelle génération un peu particulière où les gens de 60-70 ans s'occupent de leurs parents qui ont 90 ans. Je grossis un peu la situation, mais c'est un petit peu ça. Et c'est une charge. Et moi, de la génération d'après, et ben en fait, je me dis, j'ai l'impression en fait, de perdre un petit peu les deux, en me disant, j'aime énormément ma grand-mère, mais je vois aussi ma mère qui c'est compliqué pour elle, et en même temps elle est plus jeune, j'ai aussi envie de la protéger, vous voyez. C'est pas évident comme situation. C'est exactement ça. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce côté-là. C'était pas le cas il y a 20 ans. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Vous résumez très bien la situation. C'est celle-ci. C'est-à-dire que ce sont les filles qui deviennent les mères de leur mère. Ouais. Et c'est malheureusement, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Ce sont généralement les filles qui, en plus, maintenant, parce que ces femmes travaillent, plus, elles travaillent. Donc, elles ont juste quitté l'éducation des enfants et ça y est, ou juste à la retraite et bam, c'est reparti. C'est ça, c'est un peu ça. Oui, bien sûr. C'est pour cette raison-là aussi qu'il y a l'intérêt d'inscrire dès le début ces patients dans cette filière de prise en charge, parce qu'on va pouvoir très tôt contacter les assistantes sociales, ces assistantes sociales qui vont pouvoir évaluer permettre d'évaluer par ce qu'on appelle les ESA, les équipes mobiles Alzheimer, qui viennent au domicile, qui vérifient les besoins, qui vérifient comment on peut adapter au mieux l'environnement, qui vont qui vont permettre de trouver peut-être des financements par l'intermédiaire de l'APA pour une présence d'une personne à domicile, ou qui vont suggérer peut-être un accueil de jour. Des mesures comme ça, des mesures qui sont relativement conjoncturelles et un peu pointillistes, mais qui, globalement, permettent à la personne qui se sent responsabilisée sur la prise en charge, d'avoir un petit peu de recul. Et petit à petit, vous voyez, ce cordon sanitaire va pouvoir s'amplifier au fur et à mesure des besoins et anticiper les difficultés. Il y a aujourd'hui maintenant des solutions de répit, il y a des hospitalisations de répit. Pendant une semaine, on peut trouver des structures qui accueillent la personne, et peut-être même dans une structure qui pourrait devenir ultérieurement la solution définitive. Mais petit à petit, vous voyez, progressivement, mettre en place quelque chose qui peut s'activer au prorata des besoins. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, non, mais c'est intéressant. Maintenant, si on parle, on va essayer d'anticiper un peu cette maladie. Il existe des facteurs de risque, donc des gens qui seront plus à même de développer cette maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont ces facteurs de risque ? Alors, oui. Alors, il y en a plusieurs. On va... Oui, enfin, les facteurs de risque, mais c'est simple, il y en a 2 ou 3, c'est l'âge. Ok. Ça, c'est clair. C'est une maladie qui n'est pas due à l'âge, mais qui est liée à l'âge, et plus on vit longtemps, plus on s'expose au risque d'avoir la maladie. Elle est naturellement fréquente chez les gens à partir d'un certain âge, naturellement. Ça, c'est la première chose. Le deuxième facteur de risque, c'est la présence d'une protéine sanguine. Je ne dis pas que c'est une maladie génétique, ça n'a rien à voir, mais il y a un facteur de risque génétique qui est que si on est APOE de type 4, le risque est augmenté. Le troisième facteur de risque, c'est le niveau socio-culturel. Non pas que le fait d'avoir un haut niveau d'études vous empêche d'avoir la maladie, mais d'avoir un haut niveau d'études vous donne des ressources et un matelas de connexion synaptique qui retardent l'expression des lésions. D'accord. Car il faut comprendre que les lésions arrivent à un moment et que les symptômes sont décalés par rapport au début des lésions. Et on considère qu'il y a 10 à 15 ans, peut-être plus, entre le début des lésions de la maladie d'Alzheimer et l'expression des symptômes. Donc il y a une sorte de curseur d'expression des lésions
sur lequel va agir justement tous ces facteurs dont on peut parler. Puisque si vous avez fait des études, eh bien vous avez développé ce réseau synaptique qui fait que même s'il y a des lésions, ça va tamponner un peu l'effet de ces lésions et retarder l'entrée dans la maladie. Ça n'empêche pas la maladie, mais ça retarde son expression. C'est la première chose. Et alors vous avez dans ce cadre-là un certain nombre d'éléments qui vont jouer sur ce curseur, et notamment tout ce qui est du domaine cardiovasculaire. Pourquoi ? Parce que on a établi que les lésions vont s'exprimer d'autant plus tôt que vous avez un réseau vasculaire cérébral qui est altéré. Si vous avez de l'hypertension artérielle, vous avez de l'artériosclérose, que vous avez de l'athérome, que vous avez du diabète, que vous avez un certain nombre de ce qu'on appelle les bourreaux du cœur, toutes ces pathologies qui vont retentir sur la qualité de la vascularisation cérébrale et donc de l'oxygénation du cerveau, eh bien, ça va participer à une expression plus précoce des lésions que l'on a par ailleurs. D'accord. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair. Alors, c'est pour ça que tout ce que l'on raconte sur la maladie d'Alzheimer en disant qu'on peut prévenir la maladie d'Alzheimer, non, c'est pas tant la maladie, c'est pas tant les lésions qu'on peut prévenir, mais par une bonne hygiène de vie, par le contrôle de l'hypertension artérielle, par une alimentation de qualité, par le fameux régime crétois, méditerranéen, etc., par un contrôle du diabète, par l'absence de tabac, etc., par tous ces facteurs, par une activité physique régulière, etc., on va jouer justement sur cette composante vasculaire associée qui n'intervient pas dans la maladie d'Alzheimer du sujet jeune, mais qui intervient chez la personne âgée où il y a une comorbidité très fréquente avec de la pathologie vasculaire. Et si vous jouez sur cette composante vasculaire comorbide de copathologie, vous allez retarder l'entrée dans la maladie. Et c'est pour ça qu'on dit, de façon, à mon avis, un peu excessive, qu'on peut prévenir jusqu'à 40% des maladies Alzheimer. Je crois qu'il y avait des affiches dans le métro à un moment, je sais plus, prévenir, nombre de, je sais plus combien de nombre d'Alzheimer évitables. Voilà, 40%. Comme ça. Ouais. 40%. C'est un non-sens. On ne peut pas empêcher 40%. C'est pas parce qu'on fait ça qu'il y aura 100 d'un côté et 60 de l'autre. Sûr. Non. Ouais. Mais en revanche, c'est vrai qu'on va jouer sur ce curseur qui fait qu'on va exprimer plus tardivement la maladie. Donc c'est bien. Ça n'empêche pas les lésions. Ce qui empêche les lésions, c'est probablement l'ApoE4 ou des choses comme ça, mais on n'empêche pas les lésions, mais on va rester plus longtemps sans avoir les symptômes liés à la maladie. Voilà. D'accord. Petit aparté, parce que je trouve ça marrant, chaque spécialiste, finalement, ne veut pas que les gens décèdent de leur propre pathologie. Finalement, un cancérologue ne veut pas que son patient meure de cancer. Ce qui est intéressant, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne le prendrai pas comme ça. Non, mais c'est intéressant. Mais votre réflexion est intéressante. Ça veut dire que finalement, c'est la prévention, d'une façon générale, se résume à 3 ou 4 choses et qui marchent pour le cœur, qui marchent pour le cancer, qui marchent pour le cerveau. Donc c'est bien. Complètement. Donc c'est bien. Donc il faut dire à ceux qui nous écoutent qu'il faut faire du sport, qu'il faut manger sainement, qu'il faut éviter de fumer et qu'il faut qu'est-ce qui reste sport, nourriture, tout ça. Voilà. Et ça marche pour tout. C'est un peu les piliers, quoi. Les piliers. Et stimulation cognitive. Et bien sûr. Voilà, bien sûr. Oublier l'essentiel. Bah oui, exactement. Stimulation cognitive. Voilà. Alors non, stimulation cognitive, cela dit, c'est vrai. Parce que, et ça c'est quelque chose qui est politiquement incorrect, surtout en ce moment, mais on avait montré, et il fallait être un peu discret là-dessus, on avait montré que quand on regarde l'âge de départ à la retraite des différents pays européens, eh bien ceux qui partent plus tard ont un déclin cognitif retardé. Plus tardé, oui, c'est sûr. Mais souvent, on entend, vous savez, une fois que je suis allé à la retraite, tout d'un coup, tout s'est déclenché. Il y a une espèce de... Bien sûr, c'est ça. Enfin, il ne faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Faut pas le dire, on l'a pas dit. Partons à la retraite extrêmement tardivement, c'est ça. Il y a des choses qu'on entend un peu moins sur, je ne sais pas si c'est des facteurs évitables ou des préventions. Il y a tout ce qui est ouïe.
Donc tout ce qui est perte auditive, en quoi ça agit sur la maladie d'Alzheimer ou sur le déclin cognitif? Là, en l'occurrence, c'est un peu spécifique. Et il y a des choses qui sont spécifiques. On l'a dit, la stimulation cognitive, on l'a dit, il y a le développement de l'éducation, tout ça, sur le niveau culturel, on l'a dit. Mais vous avez raison, il y a aussi lutter contre l'isolement sensoriel. J'expliquais tout à l'heure que le cerveau reçoit des informations et les traite, d'accord ? Pour moi, de façon un peu schématique et un peu triviale, je dirais que le cerveau, c'est une usine à traiter de l'information. D'accord ? Et si on ne lui donne pas d'informations à traiter, eh bien, il dépérit, il est triste, il est malheureux. C'est comme une plante qu'il faut arroser. Il faut lui donner de l'information en permanence, et là, c'est pour ça que ce qu'on disait sur la retraite, ça tourne autour de ça. Sûr, ouais. Il faut qu'il carbure. Donc, s'il y a une diminution des entrées, parce que vous avez une cataracte ou parce que vous avez un problème d'ouïe, évidemment, l'information que vous avez moins d'informations à traiter, ou une information qui n'est pas de qualité, eh bien, c'est probablement préjudiciable. Et on l'a montré. On l'a montré que il faut avoir une bonne qualité d'audition, une bonne qualité de vue, et que ça impacte sur justement ce curseur. Et ça impacte, Louis, sur cet isolement ou sur aussi des connexions synaptiques qui sont différentes? Est-ce qu'il peut y avoir aussi ce côté-là ou non? Comment voulez-vous que je le sache? Mais parce que vous êtes l'expert. Je ne peux pas. Mais justement, on pose des questions pour lesquelles on ne peut pas avoir de réponse. On ne peut pas aller savoir si ça déconnecte des neurones. Non, mais je retiendrai de toutes les façons, la première chose, c'est que l'isolement diminue, ça c'est certain, la quantité d'informations qui est fournie au cerveau, et ça c'est préjudiciable. Encore des choses qu'on entend moins parler, parce que sinon c'est pas très drôle, l'hygiène dentaire. On entendait parler un petit peu comme quoi, je sais pas, une mauvaise hygiène dentaire, alors je grossis le sujet, va pas provoquer une maladie d'Alzheimer, on est d'accord, mais peut favoriser certaines bactéries qui... Alors, on en est où de ce côté-là? Alors, oui, non, mais ça a été proposé, mais sans confirmation du tout. Mais non, c'est la question, si vous voulez, de savoir s'il n'y a pas un terrain inflammatoire chronique qui favoriserait la survenue de la maladie, parce que dans la maladie, il y a des phénomènes inflammatoires qu'on observe dans le cerveau des patients décédés. Bon, toute la question, et moi c'est comme ça que je l'analyse, c'est que je pense que ces phénomènes inflammatoires qui sont réels et qui ont été mis en évidence ne sont en réalité que la conséquence des lésions. D'accord. Et qu'il ne faut pas renverser le processus. Je pense que, et d'ailleurs, il y a une étude très récente qui est assez en faveur de ce que je vais vous dire maintenant, c'est qu'on met en évidence qu'il y a une réaction microgliale, c'est-à-dire une réaction des cellules qui sont impliquées dans la détertion, la détertion des lésions. C'est-à-dire que la question est dans la chaîne des événements, est-ce qu'il y a au départ une cause qui produit des lésions de la maladie d'Alzheimer et qui entraîne, à cause de la présence de ces lésions, des réactions inflammatoires pour nettoyer le cerveau, ce qui expliquerait qu'il y a une réaction inflammatoire qui est observée, mais qui est une conséquence bénéfique et qui cherche à cleaner, à nettoyer le cerveau, ou est-ce qu'au départ, il y a une réaction, une pathologie inflammatoire qui déclenche le processus pathologique? Et pour moi, c'est la première hypothèse qui est la bonne, c'est-à-dire que le processus inflammatoire n'est que réactionnel. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas, malgré tout, essayer de traiter. J'y crois pas tellement. Il y a actuellement une approche thérapeutique qui chercherait peut-être à proposer des anti-inflammatoires ou d'avoir une action anti-inflammatoire pour lutter contre cette réaction inflammatoire qui pourrait être responsable d'une aggravation des symptômes. Ça, c'est très, très, très important. Ouais, on sait pas encore. Bon, on entend beaucoup d'inflammation, de choses liées à l'inflammation. Voilà. Si on rentre dans le sujet de la nutrition et la maladie d'Alzheimer,
j'ai déjà entendu dire que la maladie d'Alzheimer pouvait être, alors attention, ça se trouve, vous n'allez pas du tout être d'accord, être considérée comme le diabète de type 3. Et si je dis pas de bêtises, c'est parce qu'il y avait eu des autopsies de patients qui avaient une maladie d'Alzheimer, et du coup, en fait, on avait retrouvé dans leur cerveau une insulino-résistance, donc des gens qui étaient résistants à l'insuline, un peu comme, finalement, quelqu'un qui était diabétique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, toutes ces hypothèses, ce sont des hypothèses qui justifient après des approches thérapeutiques spécifiques, mais comme elles n'ont jamais été confirmées par ces approches thérapeutiques, comme ces hypothèses ne reposent pas sur des arguments très fiables, moi je suis un peu réservé par rapport à ça. Je reste dans l'idée qu'il y a au départ des lésions amyloïdes qui déclenchent la pathologie tau, qui déclenche les symptômes. Voilà. Et le fait qu'on ait, et on va peut-être en parler maintenant, une efficacité enfin sur les symptômes par des anti-amyloïdes valide quand même ce modèle, et c'est ce modèle qui doit rester le modèle prégnant. D'accord. Dernière chose sur la nutrition, je sais qu'il y a même des équipes américaines qui ont monté une sorte de prévention Alzheimer, où ils essaient de prendre en charge justement sur le plan de la nutrition, sur le plan de l'exercice, tout ça. Et ce qu'ils font aussi, parce qu'ils sont aux États-Unis, c'est qu'ils donnent beaucoup de compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'on pense de ça ? Alors, est-ce qu'on pense que c'est une bonne idée de prendre des compléments alimentaires pour notre cerveau ou pas ? Je sais qu'il y a un psychiatre qui parle beaucoup de ça, sur notamment les oméga 3, comme quoi on n'arriverait pas à se nourrir de suffisamment d'oméga 3 sans avoir le problème des métaux lourds, des choses comme ça, et que finalement le fait d'avoir des compléments alimentaires d'oméga 3 purs, entre guillemets, pourrait améliorer la Alors ça, qualité du cerveau. C'est toute une approche que l'on entend, qui est l'approche préventive. C'est-à-dire se dire que est-ce que l'on peut, à 40 ans, à 35 ans, avoir un comportement de vie, un style de vie, notamment incluant bien sûr les comportements alimentaires, qui va impacter la survenue d'un certain nombre de pathologies, et notamment de la maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est une approche très américaine, qui fait que ces congénères de bouffe des substances en permanence, sans aucune garantie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque à le faire, mais il n'y a pas non plus d'avantage démontré. Ce sont des hypothèses. Je pense qu'il va falloir avoir des bases de données très claires et qu'on suive toute ces générations de personnes qui sont dans cette stratégie. Je pense que c'est une stratégie. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs confondants. C'est-à-dire qu'à côté de cela, il y a des traits de comportement et il y a des habitudes qui vont aussi impacter et qui pourraient rendre compte d'un résultat positif qui serait à ce moment-là à tort relié à la seule prise des compléments alimentaires. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui vont avoir probablement des comportements sains dans d'autres domaines, tabac, alcool, etc., qui vont bien surveiller leur risque cardiovasculaire, leur risque de diabète, etc., et qui, au total, parce qu'ils ont l'ensemble de ces comportements, va peut-être avoir un effet bénéfique sur un certain nombre de pathologies. Oui, et il faut comprendre que c'est peut-être l'ensemble qui joue un rôle et non pas spécifiquement les compléments alimentaires. Vous voyez, ça va être très compliqué si je de mange faire la part des choses. Des bonbons toute la journée et que je prends des compléments alimentaires, ça va pas le faire. Quoi, exactement. Mais généralement, quand vous faites l'un, quand vous faites les compléments, vous ne faites pas l'autre. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui ont une discipline de vie assez particulière quand même. C'est vrai. Tout à fait. Oui, parce que déjà, de prendre des compléments alimentaires tout le temps, ça crée... Enfin, voilà. Souvent, on y arrive un mois et puis après, on y arrive. C'est une astreinte. Tout à fait. Sur le sport, je sais qu'il y a quand même eu pas mal de choses, et notamment, je crois qu'une des premières fois que je vous ai parlé, vous m'aviez parlé d'une étude intéressante sur le sport, et notamment un type de sport qui pourrait être intéressant pour prévenir ou pas, ou en tout cas retarder, je ne sais pas comment on dit. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce... C'est la marche. Ouais. La marche, oui. La marche, ça a été montré qu'il y avait là aussi un effet sur l'hippocampe, sur le volume de l'hippocampe. C'est un peu surprenant. Moi, j'aurais tendance à penser que le sport en général, la marche en particulier, là aussi sont des marqueurs
sont des marqueurs de comportement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans cette dynamique, dans cette démarche-là, est quelqu'un qui va cocher un certain nombre d'autres cases, vous voyez. Et donc c'est peut-être l'ensemble. Bon. Et notamment ce que je vous disais tout à l'heure, l'élément cardiovasculaire. Je pense qu'on joue quand même sur l'oxygénation cérébrale et qu'un cerveau mieux irrigué est un cerveau qui retarde l'expression des lésions qu'on a par ailleurs. Vous voyez, c'est un peu mon leitmotiv. Alors, cela dit, comme je vous l'ai signalé, il y a une étude qui a montré peut-être un effet plus spécifique dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ce qui fait que on ne peut que recommander la marche pour plein de raisons, mais notamment pour celle-là. Donc plutôt une activité cardio, on va dire, plutôt parce que maintenant on est en train de différencier l'activité cardiaque quand on lève des poids ou des choses comme ça, du renforcement musculaire et tout ça. Donc plutôt une activité cardio, mais là encore, si vous voulez, tout ça, on est dans les suppositions. Bien sûr. Voyez, il suffit que quelqu'un vous dise c'est une activité cardio, tout le monde va suivre, on va dire c'est une activité cardio, puis à la fin on va se dire mais ça repose sur rien. Donc soyons prudents, tout ça ce sont des pistes et il va falloir faire des bases de données très 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 larges, incluant tous ces comportements, et puis là c'est l'intelligence artificielle qui va nous donner les résultats, mais pas avant 10-15 ans. On n'a pas encore une ordonnance type à faire chez quelqu'un de 40 ans en disant complément alimentaire, marche, temps, ça c'est pas possible encore. Non. On l'a évoqué justement, le traitement particulier sur ces plaques d'amyloïdes. Qu'est-ce qu'il en est ? Donc on avait parlé d'un autre traitement tout à l'heure, donc qui pourrait être prescrit par les neurologues ou par des médecins généralistes, mais qui sont un peu plus réticents. Mais il y a aussi cet autre médicament. Alors, qu'est-ce qu'on en est ? C'est pour qui ? Pourquoi ? Il faut bien expliquer la différence de ces deux types de traitements. Vous avez ce qu'on appelle des traitements symptomatiques. Et puis là, on va parler d'autre chose. Ce sont des traitements, le terme est un peu compliqué, physiopathologiques. Mais on va appeler ça des modificateurs de maladie. D'accord. Disease modifier en anglais. Bon, quelle est la différence ? J'ai mal aux dents. J'ai deux possibilités. J'ai une rage de dents. Soit je prends du Doliprane, pour ne pas le citer, donc c'est un antalgique, c'est un traitement symptomatique. Je traite la douleur, je traite le symptôme, mais je ne traite pas la dent. Bien sûr, vous ne traitez pas la cause. Soit je vais chez le dentiste qui me traite la carie ou qui m'arrache la dent. Là, on traite la cause. C'est un disease modifier. Donc il y a le traitement symptomatique ou le traitement disease modifier. Ce dont on a parlé tout à l'heure, c'était les traitements symptomatiques. Les anticholinéstérasiques qui jouent un peu sur la mémoire, sur l'attention, qui améliorent un peu les performances. Voilà. Bon, très bien. On ne parle plus de ça. Ils ont été déremboursés, j'ai dit quand même que je continue à les prescrire, etc. Très bien. Bon, alors maintenant on va parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a des médicaments qui jouent sur le processus pathologique lui-même, qui jouent sur les lésions de la maladie, et qui donc vont retarder la progression de la maladie ? Eh bien oui. Oui, et pour cela, il faut que l'on soit sur la chaîne des événements de la maladie. Et cette chaîne débute par les lésions amyloïdes qui entraînent des modifications des protéines tau, qui entraînent les symptômes, on en a parlé tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que ça faisait des années qu'on essayait de taper sur les lésions amyloïdes, et à l'arrivée, on n'avait pas d'effet. On nettoyait le cerveau des lésions amyloïdes, sans effet sur les symptômes. Il ne se passait rien. Pourquoi ? Et c'est là que moi j'ai apporté cette idée que probablement, une hypothèse était qu'on étudiait l'efficacité de ces médicaments chez des patients trop avancés dans leur maladie. Et que malheureusement, quand il faut avoir vu le cerveau d'un patient ayant décédé de maladie d'Alzheimer, il y a de tels dégâts cérébraux qu'il est illusoire d'espérer avoir un effet chez quelqu'un qui est déjà avancé dans la maladie. Donc l'idée était d'essayer de traiter le plus tôt possible. C'est là qu'on a décrit des formes prodromales, des formes débutantes, qui a permis de tester ces médicaments. Et là, bingo, ça y est, en traitant avec ces anti-amyloïdes, on commence à avoir un effet sur l'évolution des symptômes chez des patients relativement débutants. Alors là, il faut voir la caméra, mais si vous voulez, c'est ça l'idée, c'est que vous avez la pente naturelle, et ça c'est la pente traitée. Donc on ralentit la pente, mais on continue à s'aggraver. Donc ça veut dire que
avec ces médicaments, pour l'instant en tout cas, on est dans une situation où on va donner des médicaments, si on les donne à quelqu'un, en lui disant « vous allez prendre ce médicament et vous allez vous aggraver ». Mais vous vous aggraverez moins vite que si vous ne les prenez pas. Donc c'est tout un concept. C'est comme pour un cancer. Bien sûr. Voilà. J'allais faire exactement la même analogie. C'est tout à fait ça. Vous avez 3 ans de survie, mais avec ce médicament, vous aurez 4 ans de survie. C'est quand même, moi je prends. Ouais. Voilà. Donc on est dans cette logique-là, que pour l'instant, ces médicaments ont un effet relativement limité. Ils ne font que retarder l'évolution de la maladie. Ce qui fait que, par exemple, quand on est si vous voulez, quand on atteint un seuil d'évolution sans traitement, on atteint ce même seuil avec le traitement 6 mois après. Donc on gagne 6 mois. D'accord. Après 18 mois. Mais si on continue, ça sera plus, etc. Donc déjà, on a déjà quelque chose qui n'est pas inintéressant. Mais ce qu'il faut savoir surtout, et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est que parallèlement, on nettoie 80% des lésions amyloïdes du cerveau. Donc à mon avis, il y a un potentiel qui est encore plus important si on est encore plus tôt. Voyez, donc d'où l'intérêt finalement de diagnostiquer le plus tôt possible. Quand ce médicament sera sur le marché. Bien sûr. Parce qu'il ne l'est pas encore. Alors il y a un certain nombre de réserves, il faut quand même être clair. C'est pas de l'aspirine, c'est pas des petits médicaments, des médicaments qui sont quand même assez lourds parce qu'ils ont des effets secondaires, assez lourds parce qu'il y a une surveillance très 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 régulière avec des scanners réguliers pour éviter pour surveiller ce qu'on appelle les œdèmes et les microblitz, etc. Donc détruire plein de plaques, j'imagine qu'il doit y avoir un petit peu des choses qui se passent. Exactement. Donc on n'est pas encore il n'est pas encore autorisé en France, il n'est pas encore officiellement autorisé à l'Europe. Donc tout ça va. Il est autorisé où du coup pour l'instant ? Il est autorisé aux États-Unis. Aux États-Unis, ok. Alors il y a eu l'AMM a été autorisé, on a eu l'AMM de l'EIMA, mais de l'Europe, mais maintenant ils attendent un peu, enfin ils réanalysent les effets secondaires. Enfin il y a quand même des préoccupations autour de ces médicaments. Mais au-delà de ça, ne parlons pas spécifiquement de ce produit-là, parlons de ce que ça veut dire. Bien sûr. Ça veut dire qu'on est sur le chemin. On commence à dérouler la pelote. Voilà, pour la première fois, ça commence à marcher. C'est comme pour le cancer, ça va prendre du temps, mais on va améliorer avec les médicaments qui vont venir la performance, on va mieux choisir les patients, et petit à petit, on va pouvoir, à mon avis, ralentir de façon significative dans l'avenir, peut-être même bloquer le processus, pas revenir en arrière, mais bloquer le processus. Donc c'est ça l'espoir. Donc ça veut dire que, et là c'est peut-être la fin de notre interview, faisons la science-fiction, plaçons-nous à 10 ans. C'est ce que j'allais vous poser comme question finalement. On espère quoi dans 10 ans ? Eh bien vous allez voir. C'est que mon idée, c'est que si ces médicaments nettoient complètement les lésions et qui ne sont pas si efficaces que ça quand les patients ont déjà les symptômes, si vous m'avez bien suivi, j'ai dit que les lésions précédaient la survenue des symptômes. Et bien moi, mon pari, c'est qu'il faudra donner ces médicaments chez des sujets normaux qui ont les lésions, pas encore les symptômes. Ouais. Et c'est l'enjeu scientifique aujourd'hui, c'est de repérer ces gens qui ont les lésions, mais pas encore les symptômes. Et ça, on peut le faire parce qu'on a maintenant des marqueurs sanguins qui sont en train d'être développés et qui nous permettent de repérer la présence des lésions chez des sujets malades, mais aussi chez les sujets normaux. Le problème, c'est que la présence de lésions ne dit pas que l'on va formellement développer la maladie. Donc, étape numéro 1, repérer, être sûr que la validité de cette approche en clinique. Étape numéro 2, trouver l'algorithme qui détermine formellement qu'on va développer la maladie. Cet algorithme incluant bien sûr la positivité des biomarqueurs, mais aussi d'autres facteurs, car la positivité ne suffit pas à elle seule à déterminer formellement qu'on va développer la maladie. Donc il y a d'autres facteurs qui sont associés. Il va falloir déterminer dans des algorithmes très puissants
C'est la raison pour laquelle moi je lance des cohortes, et notamment un grand bâtiment qui s'appelle le CERMAD, voilà, qui me mobilise, parce que c'est là qu'on fera justement tous ces algorithmes de prédiction pour essayer de déterminer des gens qui sont à haut risque de développer la maladie, pour qu'ils puissent bénéficier de ces médicaments qui nettoient les lésions avant qu'ils aient les symptômes, et de cette façon-là, on retardera ou on empêchera l'entrée dans la maladie. Voilà le projet, c'est de la science-fiction. Mais c'est très intéressant. C'est à 10 ans, mais j'y crois. Eh ben, c'était très intéressant, mais vous savez, je finis toujours le podcast par un défi. Et alors, je me suis dit, donc j'ai interviewé 2 chirurgiens, je les ai fait jouer à Dr Maboul, et donc je fais un petit classement des meilleurs chirurgiens. Avec un neurologue, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai... Et vous savez ce petit jeu là où il faut essayer de retrouver des paires, vous voyez, où on... Mais justement, je me suis dit qu'il fallait faire fonctionner notre cerveau. Alors on va jouer ensemble et je vous pose en même temps des questions puisque c'est un podcast. C'est pas la mémoire. Oui. Ça, c'est pas la mémoire. C'est pas la mémoire. Mais non, c'est l'attention. Ah là là, c'est l'attention. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On sort comme ça. On va dire ça exactement, ouais. Voilà. Mais j'avoue, je suis pas très forte. Hein. Mais bon, c'est les cartes de mes filles, vous voyez. Parce que vous allez jouer avec moi? Bah bien sûr. Oh, non, mais vous êtes championne. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vous pose en même temps des questions, comme ça au moins ça reste interactif. Je vous en prie, commencez. Vous en retournez 2. Ah, mais ça, donc c'est à l'envers. Hein. Et si c'est pas les mêmes, exactement, il faut les re-retourner. Alors, quelle est la musique que vous écoutez en ce moment? Alors moi, je suis un... Ah, j'ai pas vu. Ah. Je suis... Ah, pas mal, vous avez une paire. Ok. Je rejoue alors. Ah bah oui, continuez. Hein. Ouais, je suis au courant. Vous avez retournez-en 2. Je suis un amateur des Beatles. Ah, ok. Allez écouter avec beaucoup de passion. Oula, attendez, j'en ai peut-être un. 2 robes, ok. Les Beatles. Vous me faites parler alors. Ah bah oui, c'est difficile, hein. Non mais j'avoue. Celui-là, on l'a pas vu, le petit chapeau. Oh là, je suis complètement perdu. Ok. Quel est le film que vous avez vu récemment? Il y a que c'est bête, parce qu'on l'a vu celle-là. Ouais, celle-là, je crois qu'elle est juste à côté, la petite jupe. Bon, ça y est. Ah non. C'était le sac. Ah oui, très bien. Ah ouais. Quel est le film que vous avez vu dernièrement? Le film que j'ai vu dernièrement, c'est... Oh, attendez. C'est Emilia Pérez, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'avais vu... Alors, au cinéma, je pense que le dernier que j'ai vu... Ah non, le dernier que j'ai vu, c'est Vaiana 2 avec mes enfants, pour être honnête. D'accord. Et celui d'avant, c'était Le Comte de Monte Cristo. Ouais, oui, et je crois que... Et la veille, j'avais vu Emilia Pérez. D'accord. Donc, j'ai un peu enchaîné. Je crois que c'est encore à vous, parce que vous êtes en train de me battre. Pareil, comme je suis en train de me battre. Ça, c'était le petit chapeau. Il est où, le petit chapeau? Il était là. D'accord. Ok. Quel est votre plus grand rêve? Bon, je l'ai pas vu celui-là. Ah. Oh, bravo. Cool, ouais, mais ça, c'est vraiment une question de chance. Même plus de... Allez. Votre plus grand rêve, finalement, allez. Si vous avez... Allez. Ah là là, la partie s'achève. Voilà. La partie s'achève, Bruno. Oh là là. Bravo. Plus grand rêve, non, ce serait de terminer... ces 2 choses. D'abord, c'est 2 projets personnels, finalement. C'est un peu auto-centré. Mais c'est terminer ce CERMAD, c'est ce grand projet, qui est un projet qui me tient à cœur depuis des années, qui est de créer à la Salpêtrière, à côté de l'ICM, un centre de recherche clinique sur les maladies neurodégénératives, pour prévenir les maladies neurodégénératives sur la base de ce que je vous ai dit. Et puis mon deuxième rêve, c'est de terminer un livre que je suis en train d'écrire. Ah, super. Un roman sur le lobe frontal, et pour montrer, par l'intermédiaire d'un roman, d'une histoire, pour montrer finalement... toute la problématique qui tourne autour du cerveau. C'est une façon de présenter le cerveau. Je trouvais qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui cherchent à expliquer aux gens, aux lecteurs, finalement, d'une façon générale, comment fonctionne le cerveau. Et ce sont des ouvrages un peu abscons, un peu complexes, et qui, à mon avis, ne permettent pas à un lecteur lambda de bien comprendre la subtilité du fonctionnement cérébral. Et je trouvais que, en racontant l'histoire d'un patient qui a une démence frontale,
on pouvait peut-être, à l'occasion, donner des indications sur comment ça fonctionne. Et dans un but un peu d'explication. D'accord. Nous sommes des Mais ça reste une fiction ou c'est... c'est une fiction. D'accord, ok, super. Voilà. J'adore. Donc, il faut le finir. Je ne suis pas un écrivain, et ça je m'en suis rendu compte. Et donc, je suis pris en main par une lectrice très sympa et qui m'explique comment il faut faire. Mais c'est des beaux projets. Ouais, c'est projets, j'adore. Voilà. Écoutez, comme avec mes projets de scénario et des choses comme ça. Voilà. Écoutez, sait-on jamais un jour. Voilà. Oui. Ben ouais, tout à fait. Avec plaisir. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était passionnant. Si vous sortez le livre, je vous oui, bien sûr, et je le relirai, et puis on fera plutôt quelque chose sur exactement sur les démences frontales, qui est encore un autre sujet. Merci beaucoup pour toutes ces questions. J'espère que ceux qui nous écoutent vont apprendre plein de choses, parce que c'est vraiment très passionnant. Il y avait encore plein d'autres questions, mais comme vous avez dit, on a été très bavard, donc on n'a pas pu tout faire, mais ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup. Avec plaisir, cher Océane. Au revoir.